Samedi 2 octobre 2021, 11h06. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur Rewmi FM, le Grand Oral. Bonjour et bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui M. Alhassane Niang. Il est le directeur général de BNS Europe, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles. Il est aussi le président du parti Jiital Wareef. M. Niang, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Madame Ngom, Fatou Thiam. C'est un honneur d'être à vos côtés. Je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou. De Hassan dans ce studio. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. C'est toujours un plaisir vraiment d'être là ce samedi, mais aussi de recevoir M. Niang. Voilà, bienvenue. Merci. J'espère Merci qu'on Hassan. aura un débat sur tous ces thèmes d'actualité. Tout à fait. Merci. Merci Hassan. Diao Diallo est aux opérations techniques. Sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diatta. Alhassane Niang est un spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles qui travaille depuis une quinzaine d'années dans l'accompagnement des États, dans la mise en œuvre de réformes et politiques publiques. Il est titulaire d'un Master 2 en sciences politiques, stratégie et décisions publiques et politiques de l'Institut supérieur de management des affaires publiques et politiques, titulaire également d'une licence en langue, littérature et civilisation étrangère de l'Université de Paris 4, la Sorbonne. L'actuel directeur général de BNS Europe assure également la direction des projets-programmes. En tant que directeur de projet, à ce titre, il dirige et coordonne depuis Bruxelles les activités et intervient dans l'action des partenaires techniques et financiers en soutien aux États ACP dans leurs efforts de développement à travers notamment la mise en œuvre des politiques publiques et des réformes institutionnelles. Son expérience de 14 années avec la Commission européenne a été forgée par l'appui à la mise en œuvre d'une centaine de réformes institutionnelles, les majeures parmi lesquelles on peut citer entre autres la réforme de la gouvernance fédérale au Nigeria menée entre 2014 et 2019 avec son appui en tant que directeur de projet. Il y a également le programme d'appui à la gouvernance conduit de 2009 à 2014 en République démocratique du Congo dans la perspective de doter le pays de structures de gouvernance et d'outils nécessaires à la conduite de politiques publiques. Le programme de renforcement du cadre organisationnel de l'ONAS mis en œuvre entre 2010 et 2012 dans l'esprit de la lettre de politique sectorielle définie par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles de l'UEMOA qui a pour finalité de contribuer à la mise en place au sein de la Commission d'un système institutionnel conforme aux standards internationaux, lui permettant de conduire avec plus d'efficacité les différents chantiers de son processus d'intégration régionale, entre autres programmes. Au titre de ses fonctions de directeur de projet, il assure l'interface avec les autorités marocaines de l'éducation nationale et de l'enseignement, secrétaire général et direction du ministère, mais aussi la coordination des actions permettant d'aboutir à la matérialisation du modèle intégré de lycée tel que souhaité par la réforme. Le parcours d'Alhassane est également marqué par plusieurs autres expériences concourant aux efforts des différents pays dont il a eu l'honneur d'appuyer les politiques de développement. Alhassane Niang est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Merci Elisabeth Diatta pour ce portrait. Monsieur Niang, un commentaire ou des commentaires? Écoutez, c'est un honneur d'être... je vais commencer par saluer vos auditeurs, saluer mon homonyme ici présent, Hassan Samb. Oui. Dire que je travaille depuis une quinzaine d'années et voir le parcours dressé par votre collègue Elisabeth Diatta, quelque chose qui montre à quel point, nous avons besoin de concourir au développement de notre continent et voir toutes ces expériences relatées par Elisabeth montre que nous avons encore du chemin parce que si nous en sommes là, c'est que il y a beaucoup de chantiers et on est ravis de pouvoir y concourir. Merci donc à Elisabeth Diatta pour ce portrait. Alors nous démarrons naturellement par le scandale des passeports diplomatiques qui secoue le Sénégal, son parlement, aussi la diplomatie. Quelles conséquences justement risque-t-on avec la diplomatie sénégalaise relativement à cette affaire de trafic de passeports diplomatiques? Merci Fatou. Vous soulevez là une question très importante, puisque avant de répondre sur les conséquences que cela peut avoir sur notre diplomatie, de façon générale sur la marche de ce pays, il faut s'atteler à se poser la question des causes
Parce qu'il faut savoir que les passeports diplomatiques sont régis par un décret qui date donc de 1978, mais également une loi qui date de 1990. Et ces deux lois sont une transposition de la Convention de Vienne, donc de 1961, qui régissent les relations diplomatiques entre les États. Alors donc, au lieu de regarder, parce qu'on va y arriver, avant de regarder par exemple les conséquences et voir qu'est-ce que cela peut avoir en termes de retombées négatives sur l'image Sénégal, du pays, sur l'image du pays, etc., il faut s'atteler à regarder les causes. Pourquoi aujourd'hui est-ce que certains députés ou est-ce que certaines catégories de la population ressentent le besoin d'avoir ce sésame aussi important? C'est parce que nous sommes dans un pays qui connaît un marasme économique assez difficile. Nous avons une apathie donc, de l'économie de ce pays, au point qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais n'ont qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire quitter ce pays. Or, quand on regarde finalement la politique des chancelleries occidentales au Sénégal, on voit que l'octroi de visa se fait au compte-gouttes, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui sont diverses. Donc cela aboutit à deux choses. Vous avez donc le phénomène qu'on a connu jusqu'ici concernant ce qu'on appelle communément mbëkk-mi en wolof. L'immigration clandestine. Exactement, donc des gens qui tentent par tous les moyens de quitter ce pays, avec des bateaux, avec tout le drame que cela comporte, etc. Et d'autres qui ont d'autres possibilités passent soit par des trafics de visas ou par des trafics de passeports diplomatiques. Donc, les premiers éléments qu'il faut regarder sont la cause. Alors, une fois qu'on s'attaque aux causes, il faut essayer de trouver des solutions qui permettent de régler ce problème de façon holistique. Non pas seulement de regarder le problème de trafic de passeports diplomatiques, parce que cela reviendrait à régler, je dirais, un aspect localisé du problème. Maintenant, les conséquences, quelles sont-elles? On peut les citer en trois catégories. La première conséquence porte sur ceux qui sont les détenteurs légitimes de ce type d'outils. Puisque, comme vous le savez, les passeports diplomatiques sont normalement dévolus aux diplomates, aux personnes qui ont des charges importantes donc, de l'État, notamment les ministres, donc les présidents d'institutions, etc. Les autorités religieuses n'en ont pas normalement droit, mais pour des raisons de représentativité, le chef de l'État a donc la latitude de donc, leur conférer ce type de document. Donc la première conséquence, c'est ça, c'est que ceux qui sont porteurs et détenteurs donc, de ce type de documents, aujourd'hui, sont d'une certaine manière indexés. Donc il y a un climat de suspicion qui se pose vis-à-vis de ces personnes parce que la nature est ainsi faite. Dès qu'un problème se pose, on jette l'anathème sur tout le monde. Et donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le fait de détenir un passeport diplomatique vous confère un certain nombre de privilèges. Ce sont des privilèges qui ne sont pas du fait de l'État qui émet le document, mais du fait de la Convention de Vienne. Un pays qui émet un passeport diplomatique se voit conférer deux éléments, une immunité et ce qu'on appelle le principe d'inviolabilité que l'État d'accueil confère. Donc nous avons là, je dirais, une souveraineté exprimée par le Sénégal à travers donc, l'émission d'un passeport, mais de l'autre côté, on a le pays qui reçoit ce passeport qui, par confiance, a priori, confère donc cette immunité et cette inviolabilité. Ces privilèges. Exactement. Oui. Et donc, la deuxième conséquence, c'est ça. C'est qu'on risque d'arriver à une sorte de, je dirais, donc de dépréciation de l'immunité qui est conférée, mais également donc, de ce principe d'inviolabilité. La troisième conséquence, qui est quelque chose quand même d'assez terrible, c'est qu'il y a une suspicion permanente. Et donc cela ternit durablement l'image donc, de ce pays. Et donc je pense que c'est une situation qui est désagréable parce que vous avez certainement vu le rapport qui est sorti donc, il y a quelques jours, qui place donc, le Sénégal à la 92e place. Derrière la Mauritanie. Exactement. Et donc quand on voit la trajectoire que le Sénégal a connue, jusqu'ici, voir notre pays avoir ce type de rang, donc ça pose un problème. Et donc je pense que les conséquences, nous les vivons déjà. Donc il est important que cette question soit réglée le plus vite possible, mais de façon holistique, non pas de façon localisée, parce que le problème est assez profond. Hassan? Oui, monsieur Niang, vous avez évoqué les causes, effectivement, les conséquences également, qui sont terribles, c'est vrai, pour notre pays. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans l'attente des procédures, l'aboutissement des procédures judiciaires, penser à des mesures administratives conservatoires? Peut-être une certaine fermeté de la part de l'État, donner un signal fort, parce que c'est le silence un peu des autorités qui pose problème à ce niveau-là.
Alors, Hassan, vous avez parfaitement raison. Et je me suis posé la question du silence des autorités. Et pour moi, ce silence pose un problème beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus grave. Pourquoi ? Ce silence traduit en réalité un malaise extrêmement profond. C'est-à-dire que si l'État ne parle pas, notamment à cause donc, de cette situation qui est très complexe et qui est désagréable, comme on l'a dit, qui ternit l'image de ce pays, c'est que on risque de découvrir des choses qui risquent d'éclabousser ce pays. Donc je pense qu'il faut lire le silence des autorités de ce point de vue, parce qu'on ne peut pas tout dire. Je pense que si l'État se garde jusqu'ici d'intervenir sur cette question, c'est qu'à mon avis, le problème il est beaucoup plus profond que celui... On peut soupçonner une complicité quelque part, à haut niveau? Moi je pense que quand on regarde l'encadrement du passeport diplomatique, les textes qui l'encadrent, normalement, en fait, on a le ministère des Affaires étrangères et la présidence. C'est du sérieux. Donc, si jamais, c'est même pas si jamais, on voit qu'il y a des députés qui sont impliqués dans cette affaire, donc ça veut dire qu'on a un problème qui se situe à un haut niveau de l'État. Donc, je pense que... Et c'est ça qui est inquiétant, parce que on ne parle pas d'une situation qui est gérée par des petits voyous. Ici, on voit qu'on est dans une situation de banditisme à haut vol. Donc, c'est vraiment au niveau de l'État que le problème se pose. Et c'est pour ça que nous avons toutes les raisons de nous inquiéter, parce que quand le chef de l'État, qui est celui qui signe, qui autorise l'émission des passeports diplomatiques, à travers notamment le travail qui est fait par le ministère des Affaires étrangères, et que le problème se pose à ce niveau, ça veut dire qu'on arrive à une fermentation des institutions, une fermentation, et je n'ai pas peur donc de ce mot, une complète déliquescence donc de l'État et de ses institutions, et cela est assez inquiétant pour la République que nous souhaitons pour notre pays. S'agissant... Alors, allez-y. Je ne sais pas, Fatou. Oui, allez-y. S'agissant des causes, vous avez parlé justement de problèmes de pauvreté et tout ça, on sait, dans le pays, ça s'aggrave. Mais pour des personnes qui sont censées être privilégiées, comme des députés, comme des gens qui sont... Présidents de conseil départemental, des gens qui sont d'ailleurs qui sont de la société civile. On a vu des gens de Y'en a marre, etc. Mais c'est pas n'importe qui, c'est pas les pauvres de la rue, c'est pas des ouvriers, c'est pas les paysans. Comment se fait-il que ces élites aujourd'hui soient affectées par cette pauvreté ou ce besoin de devoir s'adonner à des trafics? Vous posez une question extrêmement importante, Hassan. Il faut envisager les problèmes à un double niveau. J'ai parlé donc de la pauvreté, parce qu'il faut savoir que ceux qui vont bénéficier de ces passeports, ou ceux qui en ont bénéficié, puisque les députés bénéficient de fait de ces passeports diplomatiques, du fait de leur charge et de leur fonction. Maintenant, ces députés se sont livrés à un trafic de passeports pour le concours, ou en tout cas au bénéfice d'autres personnes. Alors, ces personnes, qui sont-elles? En général, c'est des gens qui ont soit des besoins de voyage et qui ne parviennent pas à avoir les visas, etc. Mais dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que vous allez voir des familles qui se cotisent pour avoir de l'argent qu'on va verser à quelqu'un, pour acheter un visa, pour acheter un passeport diplomatique, etc. Tout ceci se résume à un état de pauvreté. Parce que dans un état normal, avec des politiques publiques qui permettent de prendre en compte les besoins et les aspirations donc légitimes du peuple, on n'aurait pas ce genre de situation. Par contre, là où je serais d'accord avec vous, c'est que j'ai parlé donc de l'état de pauvreté des uns. L'autre élément, c'est que quand on est dans la culture du lucre, c'est-à-dire que, et là je m'adresse finalement aux cols blancs, qui ont des positions d'autorité, que ce soit au niveau des assemblées ou au niveau du gouvernement, etc. Il y a cette culture tellement du lucre qui fait que tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Pourquoi on essaie d'avoir de l'argent? C'est parce qu'on essaye, disons, de monétiser la politique dans ces pays. Au point que tous les moyens sont bons. Il faut que les gens aient une clientèle. Exactement. Entretenir une clientèle politique, etc. Et donc, c'est tout ceci qui aboutit à ce genre de situation. Et malheureusement, la seule victime de tout ceci, c'est l'image de notre pays. C'est l'image du Sénégal et de ce que le Sénégal représente à travers le monde. Et donc, je pense que on peut parler de l'état de pauvreté, mais on peut également parler, disons, de cette monétisation donc de la politique, donc qui aboutit à ce genre, malheureusement, de situation. Diagnostic bien posé. Alors, après les causes, on passe aux solutions. Vous en avez des pistes pour résoudre ce mal profond, comme vous dites? Oui, en réalité, je pense que le problème se pose moins en termes de texte que de pratique.
Parce que quand on regarde le décret qui encadre donc la délivrance des passeports, c'est un décret qui est très bien réfléchi. Mais c'est la conduite, ou en tout cas le respect de ce décret et de cette loi qui pose problème. Et c'est ça qu'on a en général au Sénégal. On a des lois, des textes qui sont très bien posés, mais l'application de ces textes pose problème. C'est parce que, en réalité, l'objectif, souvent, dans la conduite de nos politiques publiques, ou en tout cas dans l'observation des textes qui découlent ou qui encadrent nos politiques publiques, on voit souvent qu'il y a un objectif qui n'a rien à voir avec celui-ci. Donc aujourd'hui, on a un texte qui est très clair, qui pose donc les jalons d'une bonne administration donc de ce type d'outils. Donc il est important dès maintenant que des mesures conservatoires soient prises. Que le chef de l'État aujourd'hui, qui est celui qui signe. Alors, est-ce que le problème vient de lui ou est-ce que le problème vient de ses services? Donc, il est clair qu'aujourd'hui, c'est l'application donc, des textes qui pose problème. Donc, il faut essayer de trouver des solutions de ce point de vue. Que doit-il faire, à votre avis, immédiatement? Il faut prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire suspendre l'ensemble donc, des documents qui sont en cours de démission. Déjà, ça c'est une première mesure qu'il faut prendre. Voir les ayants droit, parce qu'il y a des ayants droit, et les ayants droit sont encadrés par les textes. Tous les ayants droit qui ont des passeports, donc on peut poursuivre donc, le travail de ce point de vue, mais toutes les personnes, ou en tout cas toutes les exceptions, aujourd'hui, qui n'ont a priori pas... Comme les épouses des députés? Bon, les députés, leurs familles, en réalité, ont droit au passeport diplomatique. Mais ce n'est pas prévu par la loi sénégalaise. Non, ça a été plaidé par des députés. Ils peuvent prétendre. La loi dit qu'ils peuvent prétendre. Ils peuvent prétendre. Les députés, députés, pas leurs épouses. Non. En fait, les députés... oui, non, vous avez raison. Donc, ce sont les députés qui peuvent prétendre. Les épouses et les enfants, donc des diplomates qui ont droit. Voilà. Maintenant, les députés peuvent essayer de prétendre à ces armes pour leurs épouses. Mais c'est une faculté. Maintenant, ce qu'il faut... la question qu'il faut se poser de façon triviale, c'est que quand un député doit faire un travail de représentation du Sénégal en dehors, est-ce qu'il a besoin de son épouse? Non, mais c'est la question qu'il faut se poser. Oui. Surtout si les polygames. Voilà, exactement. Donc je pense que il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que... En fait, c'est ça qui a causé l'anarchie dans laquelle nous nous sommes retrouvés avec le passeport. Parce que les LNTIN et autres, la 12e législature avait plaidé pour que les autres femmes des députés puissent aussi avoir des passeports diplomatiques, puisqu'on avait accordé à chaque parlementaire un passeport diplomatique pour une épouse. La question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que les parlementaires ont le besoin que leurs épouses aient des passeports diplomatiques? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Exactement, parce que quand on parle de représentation nationale, a priori, les députés doivent faire ce travail au niveau national. Qu'ils aient le passeport diplomatique, c'est une excellente chose parce que cela leur permet de faire, par exemple, ce qu'on appelle le benchmarking avec les autres pays. Ça, c'est une très bonne chose. Mais de là à ce que les épouses ou les deuxièmes épouses aient également un passeport diplomatique, donc ça pose un sérieux problème. Et ça montre même l'esprit de jouissance dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'en réalité, au Sénégal, force est de constater que chaque position officielle ouvre la voie à une logique de jouissance. Et cette jouissance ne se limite pas, non pas seulement aux personnes qui sont détentrices de l'autorité, mais finalement à tout leur entourage. Et ça pose problème. Hassan? Oui, j'ai envie de poser une dernière question avant qu'on change de sujet. Par rapport au fait que nous avons d'excellentes institutions en général, les lois, tout est bien fait, mais on a du mal à les faire respecter ou à les respecter tout simplement. Et c'est ça peut-être un mal sénégalais très très profond, M. Niang, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que du point de vue institutionnel, l'architecture nous semble vraiment être enviable, mais quand il s'agit d'applicabilité, d'application, c'est là où il y a peut-être un problème très sérieux. Absolument. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'analyser un certain nombre de textes, de projets de loi, et on se rend compte souvent qu'il y a une sorte de, je dirais, de désadéquation entre l'esprit des textes et l'objectif qui est fixé. Tant qu'on est dans des logiques politiques, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que le développement que sous-tendent normalement les institutions d'un pays ne peut pas être en adéquation avec la politique telle qu'on la pratique au Sénégal, la politique politicienne. Et donc, c'est ça. Quand il y a un soubassement des relents politiques à un texte, en réalité, le texte, il est fait pour amuser la galerie.
C'est-à-dire on montre finalement la communauté internationale, etc. Regardez ce qu'on fait, etc. Donc les textes finalement ont une sorte d'enrobage, je dirais, cosmétique ou esthétique. Et donc, l'application du texte, étant donné que le texte a une portée politique, donc le texte ne peut pas avoir, disons, l'attente qu'on peut en avoir nous comme citoyens ou comme la population. Et donc, c'est ça qui fait que des fois, il y a une sorte d'inadéquation entre les textes et finalement ce que les populations sont en droit de s'attendre. Et c'est ça qui est normal. Donc ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels il faudra qu'on soit attentif. Je prends l'exemple, pour ne pas le nommer, de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation. On voit clairement que sur le plan textuel, tout est là. Mais dans la réalité, on se rend compte que c'est tout autre. Et donc, c'est ça qui pose problème. La donc, séparation des pouvoirs également. Non, là, ça, c'est un autre problème vraiment très, très compliqué. Donc, il faut qu'on arrive à dissocier la politique vraiment des effets que les textes doivent produire sur le plan donc, du développement et sur le plan de l'avancée donc, du pays. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et nous recevons M. Alhassane Niang, directeur général de BNS Europe, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles, aussi président du parti Jiital Wareef. On en vient au discours du président Macky Sall aux Nations Unies, portant notamment sur les nécessaires réformes du Conseil de sécurité, de l'allègement du service de la dette, entre autres, et la coopération sur le terrorisme. Globalement, quelle analyse faites-vous de ces propos tenus par le président Sall? Bon, je pense que quand on écoute le discours donc, du président Macky Sall, on sort de là avec un goût d'inachevé, avec une certaine forme de déception. Ah oui. Pourquoi quand on prend la question de la dette, vous vous rappelez qu'en 2007, avec l'accord de Gleneagles en Angleterre, il y avait les puissances occidentales avaient accepté d'effacer la dette. Donc c'était il y a une quinzaine d'années à peine. Et à l'époque, c'est les mêmes discours qui étaient tenus. Il faut alléger la dette, etc., parce que les États n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet allègement de la dette? Alors aujourd'hui, si 15 ans après, on martèle le même discours, c'est qu'il y a un problème qui se pose. À notre niveau. Exactement. Le problème pour moi ne se pose pas en termes de... Parce que la dette, en réalité, elle est importante. Tous les États doivent s'endetter pour financer leur économie. Mais le problème du Sénégal, nous en reviendrons un peu plus tard, le problème du Sénégal ne se situe pas seulement à ce niveau. Tant qu'on est dans une logique politique de la gouvernance de nos deniers, le problème de la dette se posera toujours avec acuité. Donc si aujourd'hui on allège encore une fois ou on supprime la dette, vous allez voir dans 5 ans, nous allons retrouver les mêmes problèmes. Donc je considère que aller devant la tribune des Nations Unies pour plaider l'annulation ou l'allègement de la dette, pour moi, n'est pas une solution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez souligné, sur la réforme donc du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un élément qui est sur la table donc de plusieurs États, notamment qui est également inscrit à l'agenda de l'Union africaine depuis plus d'une décennie. Mais on sent qu'il y a une volonté de la part donc des tenants de cette institution de ne pas aller dans cette direction. Pourquoi? Sinon, comment comprendrez-vous que l'Afrique, aujourd'hui, quand vous regardez les dossiers des Nations Unies, 55% des dossiers qui sont traités par les Nations Unies concernent l'Afrique. Et l'Afrique, je veux dire, n'est pas donc n'a pas de siège au niveau donc du Conseil de sécurité, à part le siège tournant qui n'a pour moi aucune forme d'importance. Avoir ce type de siège tournant, sur le plan diplomatique, peut-être une bonne chose, mais dans la pratique et sur le vécu du continent ou du Sénégal, cela n'a aucune forme de... C'est comme une coquille vide. Mais exactement. Donc, pour moi, cette question doit être posée, pas de façon complaisante par l'Union africaine. Il faut vraiment que l'Union africaine tape du poing sur la table en disant, écoutez, nous faisons partie de cette institution. Cette institution a été mise en place dans la perspective de réunir l'ensemble des nations donc du globe, afin de trouver des solutions communes aux problèmes qui se posent. Il se trouve qu'aujourd'hui, que la plupart des problèmes qui se posent à cette institution concernent le continent africain. Et donc, avoir le continent qui n'a pas de droit de veto ou qui ne siège pas est quelque chose qu'il faut... impérativement changer. Mais exactement, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une diplomatie un peu plus, je dirais, un peu plus
j'allais dire, un peu plus agressive de ce point de vue. Mais cela suscite de ma part une autre réflexion, qui est que on ne peut pas aujourd'hui conduire la destinée de nos pays et avoir des résultats probants si on le fait de façon individuelle. Il faut que nous ayons, sur un certain nombre de sujets importants, il faudrait que la diplomatie puisse s'affirmer non pas dans la perspective d'un État, mais à l'aune du continent, pour avoir un peu plus de poids. Donc, je pense que c'est des pistes de réflexion que l'Union africaine devrait envisager, non pas d'un point de vue des États, mais du point de vue continental, pour avoir un peu plus de poids. Le terrorisme ? Alors, là, vous touchez une question pénible, difficile. Parce que quand on voit la situation du terrorisme dans le Sahel, on se pose des questions. Ces groupes terroristes qui sont au Mali, qui sont au Tchad, qui sont au Niger, dans le Sahel, etc., dans le Sahara, qui finance ces groupes de terroristes? Parce que quand on voit l'arme, mais exactement, parfois même plus que les armées. Mais exactement, non, dans la plupart des cas. Parce que quand vous prenez l'exemple donc du Sahel, le Burkina, pour ne pas le nommer, le Mali, le Niger, etc., on voit que les groupes rebelles sont beaucoup plus équipés que les armées. Oui, alors, la question qu'il faut se poser, c'est que qui finance? Qui a doté ces groupes d'autant d'armement militaire? Donc ça, c'est une première question qu'on doit se poser. La deuxième question, j'étais au Mali au mois d'avril, et je me suis fait la réflexion en voyant finalement tout cet armada sur place, toutes ces armées européennes qui sont là en train d'aider le Mali, qui sont là depuis 2014. Mais je me dis que si autant de ressources, on parle de, je ne sais pas, plus de centaines de milliards d'euros, si autant d'argent a été dépensé et que la question n'est toujours pas résolue, le problème reste entier. C'est qu'il y a un souci. Donc pour moi, la question du terrorisme ne peut pas être réglée avec le concours finalement donc des Occidentaux, parce que si c'était le cas, on aurait des résultats. Je pense qu'il faut envisager d'autres pistes qui permettront de régler ce problème plutôt. Mais il est clair que la question du terrorisme au Mali ou dans le Sahel est quelque chose de très complexe et qui met aussi en lumière un certain nombre d'enjeux stratégiques et géostratégiques dont on ne parle pas trop souvent, mais il est clair que aborder cette question seulement d'un point de vue sécuritaire serait une erreur. Mais je pense que il y a des développements qui sont en cours, notamment avec l'arrivée donc de ce groupe russe Wagner, que certains sont en train de décrier, que je considère comme une opportunité quand on regarde ce qui s'est passé en Centrafrique, où l'État a pu reprendre, disons, le contrôle de son espace territorial, et aujourd'hui force est de constater qu'il y a un échec, et quand il y a un échec, il faut s'arrêter un moment et se dire bon voilà, il faut trouver d'autres alternatives. Donc je pense que envisager la question du terrorisme du point de vue de la cause et je dirais notamment sur l'équipement militaire dont disposent donc ces groupes armés, donc est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est de voir un peu comment trouver d'autres alternatives pour régler cette question à bras le corps. C'est une question qui est impérieuse et malheureusement qui mine les efforts de développement donc, de cette zone géographique, et c'est un peu dommage. Hassan, je pense qu'il a anticipé sur le point consacré à la question. On enchaîne avec le retrait de la force Barkhane au Mali et justement les négociations avec le groupe armé russe Wagner. Wagner, voilà, c'est ça. C'est-à-dire juste, et M. Nian en a parlé. Et je pense que derrière tout cela, il y a un bras de fer terrible. Aujourd'hui, une sorte de crise diplomatique profonde entre le Mali et la France. On a vu quand Choguel Maïga a fait son discours, comment Florence Party a réagi, et même Macron, de façon très dure. Aujourd'hui, quel avenir pour cette France-Afrique? Parce que cette forme de tutelle des Français sur leurs anciennes colonies qui pèse ce que ça pèse, parce que ça nous crée beaucoup de problèmes, même si parfois il y a des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, ça sonne un peu la fin de tout cela, le bras de fer, la rebuffade des autorités maliennes, et le fait que les gens ont envie de prendre leurs responsabilités. Absolument. Hassan, vous posez une question vraiment très importante. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Cette rebuffade, pour reprendre votre expression, est une bonne nouvelle pour le continent, pour les pays francophones. Absolument. Parce que cette France-Afrique
a causé tellement de tort au développement de nos pays. Franchement. Qu'aujourd'hui, si on voit un pays comme le Mali, et c'est ça d'ailleurs qui est quand même, je dirais même curieux. Vous imaginez aujourd'hui, on voit un pays souverain qui s'appelle le Mali, qui veut prendre son destin en main et que cela pose problème. Et ils se fâchent. Les Français se fâchent. Et menacent même. Exactement, donc cela est révélateur d'un souci. Vous imaginez, aujourd'hui, un pays qui est souverain qui dit, bon, je veux envisager le développement exactement de ma politique sur le plan sécuritaire avec d'autres partenaires, y compris et que cela pose problème. Donc cela montre clairement qu'en réalité, les Français n'ont jamais envisagé nos États comme des États souverains. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça. Et ils ont été très virulents. Hein? Exactement. Et donc, moi, je soutiens, je veux dire, sans embâche, donc les autorités maliennes. Le Mali est un État souverain. C'est au Mali de décider ce qu'il doit advenir. Alors, que le Mali aille demander l'aide du Sénégal, de la France, des États-Unis ou de la Russie, c'est au Mali d'en décider. Aucun autre pays ne peut venir donner au Mali des leçons quant à la coopération qu'il doit avoir. Instructions. Et donc, je pense que le Mali donc fait bien de régler. Et d'ailleurs, cela revenait à ce que je disais tout à l'heure. Si le Mali aujourd'hui envisage d'autres options, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que toute cette coopération qui a été forgée depuis des années, finalement, n'a mené à rien. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense et on se demande, mais où va cet argent? Et cet argent, il est dépensé pour qui, en définitive? Il est dépensé pour qui? Et la France semblait s'y attendre même depuis l'arrivée de la junte, avec à sa tête Assimi Goïta. Mais oui, mais la France, elle est bien renseignée. Donc, elle sait en réalité, aujourd'hui, qu'il y a un véritable désamour entre les populations maliennes et donc l'armée qui est présente sur place, mais de façon plus générale avec la France. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une opinion qui rejette l'esprit même d'une coopération avec la France au Mali est aujourd'hui quelque chose qui est complètement... Le sentiment anti-français. Exactement. Qui se développe un peu partout d'ailleurs, même au-delà du Mali. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui se cache derrière la présence des forces occidentales en Afrique, au Sahel notamment? Oui. Bon, là vous me posez une question piège. Hein. Direct. Non, mais il y a les manœuvres Flintlock, oui, tout à fait. Les Américains aussi. Tout à fait. Plein de choses. Bah, vous savez, quand on lit les mémoires de Foccart, on a le sang qui nous glace. Donc voilà, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on a donné aux pays francophones d'Afrique leur indépendance, en réalité, pour mieux les asservir. C'est ça en fait la réalité. Parce que quand vous regardez les différentes formes de coopération que nous avons avec la France, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan monétaire, etc. Bon, on sent qu'il y a une volonté de faire main basse sur les économies, les ressources donc du continent. Et en réalité, aujourd'hui, même si nous sommes des pays souverains, mais dans la pratique de notre souveraineté, on sent qu'il y a des problèmes qui se posent. Et donc, je pense que si les États commencent à se réveiller pour aller donc dans le sens d'une véritable appropriation de leur souveraineté, bon, cela n'arrange pas forcément, puisque nous sommes dans un environnement géopolitique où les différents États, je dirais occidentaux, ou en tout cas les puissances, essayent d'affirmer davantage, disons, leur puissance, et cela passe aussi par le contrôle d'autres espaces géographiques. Donc si la France aujourd'hui peut avoir une certaine forme de mainmise sur des espaces géographiques, parce qu'il faut rappeler que la France est le deuxième pays au monde avec une souveraineté maritime derrière les États-Unis. Donc ça veut dire que le contrôle de l'espace maritime, le contrôle de l'espace territorial confère au pays qui en est détenteur une certaine forme, disons, donc de légitimité d'un point de vue géopolitique et géostratégique. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malgré qu'on soit des États souverains, il y a cette volonté, je dirais, de nous mettre le grappin dessus. Parce que cela permet, disons, d'affirmer davantage un peu leur hégémonie. Et c'est à nous, en tant qu'Africains, d'avoir une stratégie globale, d'avoir une stratégie dans le cadre d'un ensemble pour sortir de cette situation, parce que c'est une situation qui nous maintient dans l'état où nous sommes actuellement. Donc je pense qu'il faut envisager ces questions de façon, je dirais, stratégique avec l'Union africaine et sortir donc de ceci, de ce bourbier, parce que malheureusement nous y sommes encore. Hassan ? On a tellement de sujets, sinon on aurait pu vraiment continuer ce débat intéressant sur ces thèmes-là. Mais on va essayer d'avancer un peu, peut-être sur
ces velléités de troisième mandat, on les a vues en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, avec les conséquences que l'on sait. Le coup d'État aujourd'hui, au Sénégal, il y a des suspicions quelque part. Donc, on est toujours dans ce débat sur le troisième mandat en Afrique. Et je me rappelle, à un moment donné, Chirac disait dans les années 80 qu'on n'était pas mûr pour la démocratie. Cette fameuse phrase, d'ailleurs, qui a choqué tout le monde. Mais aujourd'hui, comment vous entrevoyez aujourd'hui cette démocratie dans notre sous-région ouest africaine, avec les velléités de faire un troisième mandat un peu partout dans nos États? Vous savez, quand j'ai regardé, je pense que ça a été le cas de beaucoup d'Africains, quand j'ai appris les nouvelles du coup d'État en Guinée, ça a été à la fois un choc, mais également un état de tristesse. Pourquoi? Parce que nous avons mené, dans le cadre de mes activités, 4 réformes extrêmement importantes en Guinée. La réforme de la justice, la réforme de l'administration territoriale, la réforme donc de la fonction publique et la réforme de la sécurité. Entre 2015 et 2020. Il suffisait juste d'appliquer. Exactement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que sur le plan textuel, la Guinée a réussi à mettre en place, avec donc le concours du travail que nous avons fait pendant 5 ans, dispose d'un des meilleurs textes dans ces domaines sur le continent. Et quand Alpha Condé a fait sa sortie, notamment pour faire une révision constitutionnelle, etc., la première réflexion que j'ai eue à l'époque, c'est de dire, on risque, disons, de retourner 15 ans en arrière. C'est la réflexion que j'avais eue à l'époque. On était en 2018. Et voyant la persistance d'Alpha Condé et le coup d'État qui s'en est suivi, je vois finalement que ce que j'avais, entre guillemets, prédit va arriver. C'est que nous risquons, pour la Guinée, d'arriver vraiment dans un état de recul extrême, alors que le pays avait réussi à asseoir vraiment des réformes extrêmement importantes pour le pays. Vous l'avez dit, la question du troisième mandat est une anomalie de notre démocratie, c'est une anomalie institutionnelle, mais cela pose la question de la solidité de nos institutions. Vous savez, c'est Habermas qui disait, c'est un philosophe allemand qui disait que tant que les États reposent sur des individualités, c'est-à-dire sur des individus, nous aurons toujours des problèmes. Parce que quand un individu porte un État à bout de bras, dès qu'il s'essouffle, c'est tout le reste qui s'écroule. Et c'est pour cette raison que les États doivent être portés par des institutions solides. Et ce sont les institutions aujourd'hui qui auraient dû empêcher les velléités du troisième mandat, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal ou que ce soit en Guinée. Mais on se rend compte qu'il y a une forme de trahison. Le mot n'est pas fort. Il y a une forme de trahison du peuple et du serment. Parce que quand Alpha Condé a été élu en 2010, mais c'était la première élection démocratique de ce pays. Il a été vu vraiment comme quelqu'un qui allait ancrer durablement la démocratie dans son pays. Ça a été le cas également quand on a eu la deuxième alternance ici au Sénégal avec l'avènement du président Macky Sall. Mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, ce qu'on combattait hier devient finalement ce pourquoi on se bat. Et donc ça pose problème. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est la propension des gens à se dédire. Et donc il y a un problème de valeur qui se pose, au-delà même de la question institutionnelle, il y a un problème de valeur qui se pose vis-à-vis de nos dirigeants, mais vis-à-vis également des tenants du pouvoir. Parce que comment peut-on affirmer une chose avec force, aller dans le sens d'une constitution et venir par la suite agiter des velléités de troisième. Plus tard. Exactement. Donc ceci pose un problème, mais c'est la faiblesse de nos institutions qui permet cela. Quand vous avez des institutions, regardez, et j'en terminerai là, regardez aux États-Unis avec Donald Trump. Donald Trump a eu des velléités, je dirais presque dictatoriales. Mais ce sont les institutions qui l'en ont arrêté. Mais si on avait des institutions fortes en Guinée, crédibles, des élections fortes en Côte d'Ivoire et crédibles, de la même manière qu'on les avait au Sénégal ici, cette question ne se poserait pas. Et donc, en définitive, la démocratie, quel que soit le niveau de texte, quelle que soit la clarté des textes, si on n'a pas des institutions qui sont solides, crédibles, avec des personnes crédibles, ça va être difficile, mais nous n'allons pas y arriver. Et c'est pour cette raison que nous considérons que nous devons absolument aller vers le sens de renforcer les institutions avec des textes notamment qui mettent des garde-fous.
et que personne ne soit en capacité donc de pouvoir les torpiller. On pensait en avoir avec la constitution sénégalaise concernant le troisième mandat, mais pourquoi justement ces institutions demeurent faibles et comment en arriver à peut-être les rendre plus solides? C'est un problème de texte ou de personne? Je le disais tout à l'heure, vous savez, quand vous avez des textes, quand vous écrivez des textes avec une visée politique, ça donne toujours les problèmes qu'on a. Parce que quand on lit la constitution du Sénégal de 2016, c'est une constitution qui est très claire. Quand on dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Consécutif. Voilà, consécutif. On ne dit pas nul ne peut faire un mandat de 7 ans ou non, on dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc le texte, il est clair. Et on avait à l'époque le porteur du projet, qui était Ismaël Madior Fall, qui l'avait clairement dit sur un plateau de télé. Et donc cela ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté. Le président Macky Sall l'avait dit, que j'en ai fini. Exactement. Et le président lui-même l'avait dit. Et donc aujourd'hui, quand on... se retrouve dans un ni oui ni non. Exactement, où on pose la question au président et qui répond je ne dis oui, je ne dis ni oui ni non, ça pose un problème. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a un problème de valeur qui se pose. Et vous savez, le Sénégal est un pays où à la limite le texte n'avait même pas d'utilité. Quand vous regardez l'histoire du Sénégal, les textes, les écrits, les contrats n'avaient pas d'utilité, tout simplement du fait de la valeur qu'on donnait à la parole donnée. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne donne ni de l'importance à la valeur, ni de l'importance à la parole, ni de l'importance au texte. Et donc, il se pose un problème de valeur dans ce pays. Et tant que... et c'est ça un peu le souci auquel les électeurs doivent donc s'atteler, c'est que quand on confie des responsabilités à des personnes qui ne sont pas détentrices de principes et de valeurs, ça aboutit à ce genre de situation. On dit quelque chose aujourd'hui et le lendemain on dit son contraire et ça ne pose problème avec personne. Et même la population accepte cela comme si c'était normal. Et donc je crois que les valeurs sont des éléments importants qu'il faut convoquer afin de sortir donc de ce genre de situation. Hassan? Oui, c'est obligé d'avancer très vite. Il y a la ZLECAf. Monsieur Niang, on a lancé depuis janvier la zone de libre-échange économique africaine. Depuis lors, il y a silence pratiquement à radio, on n'entend rien par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est? Alors, la ZLECAf est pour les auditeurs qui nous écoutent, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, est une excellente nouvelle. C'est une très bonne chose pour le continent. Je l'ai dit tout à l'heure, le continent doit commencer à réfléchir à l'aune de politiques globales, c'est-à-dire des politiques continentales. Alors, la ZLECAf ouvre un marché de 1,3 milliard de personnes pour donc le continent. Pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, avec la ZLECAf, l'accès de nos produits, par exemple, du Sénégal, sera facilité sur l'ensemble des marchés du continent. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal si nous parvenons à mettre en œuvre les réformes qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'économie d'un pays est sous-tendue par l'attractivité du secteur privé. L'économie d'un pays ne peut se développer que si le secteur privé dispose de moyens importants. Or, ces moyens, pour que le secteur privé puisse en disposer, il faut mettre en place un environnement économique qui soit propice. Donc, si nous voulons aujourd'hui tirer le maximum donc de cette zone de libre-échange, il faudrait que donc cet environnement économique donc soit envisagé le plus vite possible, faire en sorte que aujourd'hui, les pays, par exemple, du nord du continent, c'est-à-dire donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., sont des pays qui sont en avance de ce point de vue et qui auront la possibilité d'exporter en masse. Et nous, aujourd'hui, quand on regarde notre balance commerciale, elle est déficitaire parce qu'on importe plus qu'on exporte. Donc, nous avons là l'opportunité de régler cette situation, d'autant que quand on regarde les deux sujets, qu'il s'agisse de la migration, qu'il s'agisse donc des exportations, le commerce intra-africain, quand on regarde par rapport à la migration, on a, je dirais, des éléments différenciés. Il faut savoir que 95% de la migration se fait sur le continent. Alors que, paradoxalement, le commerce intra-africain représente moins de 25%. Ce qui est une anomalie. Vous imaginez par exemple, Hassan, si vous voulez aller demain à Asmara en Érythrée, vous êtes obligé de passer peut-être par un pays occidental. C'est grave. Pour aller à Asmara. Donc,
les produits aujourd'hui que nous avons vont avoir des débouchés beaucoup plus facilement en Chine, aux États-Unis ou avec l'AGOA notamment, ou en Europe, plus facilement que si on voulait donc les exporter dans un autre pays en Afrique. Donc cette zone de libre-échange permet de régler cette anomalie, mais il faut asseoir les réformes qu'il faut, envisager le développement de notre économie également dans le cadre d'un tissu industriel qui nous permet de produire, de transformer, de créer de la valeur ajoutée et par conséquent de pouvoir régler cette question lancinante qu'est l'emploi. Donc la Banque mondiale estime dans une étude qui a été réalisée il y a quelques mois à peu près 30 millions donc de pauvres qui seraient aujourd'hui 30 millions de personnes qui sortiraient de la pauvreté du fait notamment donc de l'application donc de la ZLECAf. Donc c'est une très très bonne nouvelle, mais il faut juste que le Sénégal puisse en tirer profit à travers notamment donc des réformes et notamment sur son environnement économique. 11h52, on avance très rapidement, Hassan, pour parler de ce projet de création de la monnaie éco, sa faisabilité, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors avant de parler de la monnaie éco, qui est une très très bonne chose pour le continent, il faut savoir aujourd'hui que le monde fonctionne avec des zones, je dirais, avec des blocs. Vous prenez par exemple les États-Unis, malgré leur toute puissance, sont en train de constituer un bloc avec notamment le traité de l'ALENA. Vous avez l'Union européenne aujourd'hui qui est à 28, alors qu'au début ils étaient à 6 États membres. Et donc il y a aujourd'hui 13 pays qui sont en pré-accession. Donc ça veut dire que les États sont en train, en tout cas les zones sont en train de se penser dans la perspective de bloc. Parce que c'est très important. Alors, pour ce qui nous concerne, l'Union africaine a fait juste de parier sur la création d'une monnaie continentale. Dans le cadre de son agenda 2063, la mise sur pied d'une monnaie qui va s'appeler Afri. Et donc c'est dans le cadre de cette monnaie continentale que les 4 zones monétaires ont été envisagées, notamment l'éco, donc la zone au nord du continent, une dans le sud et une vers l'est. Alors, l'éco, qui a été proposé à nos chefs d'État, je l'avais dit, donc est un risque pour la CEDEAO, parce que c'est une monnaie qui n'a pas été pensée telle que la CEDEAO l'avait envisagé. Puisque, comme vous le savez, il y a eu, je crois il y a 2-3 ans derrière, beaucoup de personnes qui ont décrié la société civile dans les différents pays francophones, qui ont décrié le franc CFA. Et l'UEMOA, avec la France, se sont saisis donc de cette opportunité pour couper un peu l'herbe sous les pieds de ce projet de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, nous avons en réalité 2 réformes qui se profilent. On a l'écho de l'UEMOA et on a l'écho de la CEDEAO. Et donc, c'est l'écho de la CEDEAO qui doit être privilégié parce que là, on est dans le cadre d'une monnaie pensée avec 11 critères de convergence dans le cadre de la réforme 2063 de l'Union africaine. Or, la monnaie qui nous est proposée par l'UEMOA, avec notamment le concours de la France, ne sera rien d'autre qu'une autre monnaie qu'on connaît. Ça va être le clone du franc CFA. Et donc voilà, on ne s'en sortira pas. Donc je pense qu'il faut vraiment envisager cette monnaie dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. On est presque sorti de la 3e vague, Hassan. Oui, voilà, la Covid-19. On enchaîne avec ce point. Parce que quand même, on a peut-être retenu beaucoup de leçons par rapport à cette pandémie. On espère. Surtout l'égoïsme des grands. Les gens se sont recroquevillés, donc nous donnant des leçons. Il faut peut-être sortir de cette dépendance envers l'Occident, sur tous les plans, notamment sur le plan sanitaire et le plan économique. Peut-être vous partagez cette analyse. Tout à fait. Oui, moi, je pense que l'une des seules opportunités qu'on peut envisager dans le cadre de cette pandémie, c'est qu'elle nous enseigne beaucoup de leçons. Mais ces leçons, il faut les tirer. Si on veut en tout cas que cela soit une opportunité, il faut tirer les enseignements de cette pandémie, parce que on voit aujourd'hui que si nous voulons avoir accès au vaccin, on est obligé de tendre la main. Et même quand on essaye avec nos moyens, disons, d'acheter, on vend finalement aux plus offrants. Et donc cela devrait susciter dans l'esprit des gouvernants l'idée donc de s'approprier véritablement son indépendance à tous les niveaux, sur le plan monétaire, sur le plan sanitaire, etc. Il y a un chercheur, un grand docteur qui s'appelle Dominique Traoré, qui est burkinabé, qui avait écrit dans les années 50 un ouvrage qui s'appelle Introduction à la médecine. Dans cet ouvrage, il explique
finalement, l'ensemble des plantes disposant des principes actifs dont le continent a besoin pour avoir une industrie pharmaceutique sur le continent. Il est important que nous puissions aujourd'hui faire la cartographie donc de ces plantes, qu'on crée des unités de transformation pharmaceutique sur le continent et que nous puissions produire. Et avant peut-être d'en arriver là, nous avons aujourd'hui, comme l'Inde le fait, des possibilités de récupérer donc les brevets exactement pour produire des médicaments en suffisance pour les populations. Aujourd'hui, combien d'unités pharmaceutiques disposons-nous au Sénégal aujourd'hui? Il y en a même plus. Donc il y a des problèmes de ce point de vue. Donc je crois que nous devons tirer les enseignements de la pandémie liée à la Covid-19 en tenant compte des lacunes de nos politiques publiques. Et à partir de là, insuffler de nouvelles politiques publiques et faire en sorte que les leçons soient apprises et que ceci se fasse au bénéfice des populations. Le dernier point de ce grand oral, votre engagement politique. Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, notre engagement est motivé par deux choses. La première chose, c'est que quand vous travaillez dans le domaine dans lequel je suis depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de choses vous viennent à l'esprit et deviennent une évidence. Tel que ce qui mine notre développement. Deux éléments. Vous avez des éléments exogènes qui viennent miner le développement de nos pays, et vous avez également les éléments endogènes, la pratique de la gouvernance. On a parlé tout à l'heure notamment donc de cette affaire liée au passeport diplomatique, etc. Quand vous voyez ce genre de choses, vous ne pouvez plus rester les bras ballants en disant bon, c'est l'affaire des Sénégalais, c'est pas mon problème. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous engager. Parce que celui qui ne s'engage pas laisse la place à celui qui ne va pas incarner une quelque fonction que ce soit. Parce que la nature ayant horreur du vide, celui qui ne s'engage pas laisse la place à l'autre. Et quand l'autre vient avec ses moyens ou avec ses turpitudes mettre en place des politiques qui, je dirais, agissent sur le devenir de la nation, des populations, on ne peut qu'en vouloir à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons décidé de nos engagements. On a parlé de valeurs et de principes. Il en manque dans ce pays. Il faut remettre des principes et des valeurs dans la conduite des politiques publiques. Donc nous avons réfléchi à tout ceci et on a décidé de créer un parti qui s'appelle Jiital Wareef, le devoir en mouvement, parce que nous considérons que il est temps que le Sénégal soit servi, mais servi correctement, non pas par des gens qui se placent dans une logique de jouissance du pouvoir, mais dans une logique de servir le Sénégal et le citoyen. Donc c'est ce qui motive notre engagement. Et donc nous allons donc nous en donner les moyens pour que les citoyens puissent enfin vivre cette indépendance, cette souveraineté à tout point de vue. Hassan, on a une minute. Bon, une minute. Ses ambitions Ses ambitions, peut-être par rapport au local prochaine. Est-ce que vous allez vous positionner? Et puis il y a beaucoup de coalitions qui sont en gestation. Absolument. Comment se positionner par rapport à tout cela? Absolument. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de principes et de valeurs. Notre parti vient d'être mis sur pied. Nous sommes en train de régler donc les phases administratives avec. Vous n'avez pas encore votre récépissé. Exactement. Et donc, je pense que nous allons faire les choses donc le moment venu. Donc voilà. Mais les ambitions, elles sont claires, c'est d'aller donc à la conquête du pouvoir en 2024. Parce que oui, parce vous serez candidat à la présidentielle. Inch'Allah. Donc nous voulons que ce pays puisse être gouverné correctement et que les ressources de ce pays soient mises à la disposition des Sénégalais et du peuple qui en a tellement besoin. Les ressources, le Sénégal en a à profusion. Les ressources humaines, nous en avons à profusion. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de créer une adéquation entre le développement et ses ressources et mettre un petit peu de côté donc la politique telle que nous la pratiquons depuis maintenant des années. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. Alhassane Niang. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci Fatou, le plaisir est pour moi d'avoir été votre invité. Merci Hassan. Donc nous espérons que les auditeurs donc de votre belle radio nous auront suivis avec attention. Et si vous le permettez, je voulais lancer un dernier mot s'agissant de la situation globale de ces pays. Il faut que les gens reviennent à la raison. Les tenants du pouvoir, toutes ces personnes qui sont détentrices de l'autorité de ces pays doivent revenir à la raison, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas poursuivre la conduite de ces pays de la manière dont on le voit, qui décrédibilise totalement ces pays. Quand vous sortiez, je me rappelle un jour, j'étais parti en Érythrée. Quand je suis arrivé, on m'a cité 2 personnes.
Et pourtant, c'est un État où les Sénégalais ne sont pas connus. On m'a parlé de Senghor du fait de sa culture générale, et on m'a parlé de El Hadji Diouf. Donc ça veut dire que le Sénégal a été, quels que soient les recoins dans lesquels vous allez, le Sénégal a toujours été cité en exemple. Aujourd'hui, le Sénégal est cité en exemple, mais de la pire des manières. Et il faut que les gens reviennent à la raison. Ça, c'est le dernier mot que je voulais donc adresser. Et nous sommes tous concernés. Voilà, absolument. Merci à Al-Hassan Niang, directeur général de Bienes Europe, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles, également président du parti Digital Warif. Il était l'invité de ce grand oral. Merci Hassan. Merci Fatou. Ça a été un plaisir. Oui, c'est partagé. Comme tous les samedis. Apprécions également les analyses de M. Niang. J'espère que les gens sauront rebondir par rapport à tous ces scandales et peut-être remettre ce pays sur les rails. Tout à fait. On espère. Merci à Diao Diallo qui a assuré la mise en onde. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Penda Faye pour le service parfaitement oui, bien coordonné. Très bon café. Merci donc à vous d'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral. Vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h. Elle sera rediffusée et elle sera disponible tout à l'heure sur Rewmi Officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un bon week-end.